Je crois qu'on va commencer. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que derrière vous m'entendez? Moyen? Si je parle un peu plus fort, hein, c'est bon? Bonjour à tous. Merci d'être venus à cette présentation où je vais vous parler de Docker et du cloud. Donc si c'est pas ça que vous voulez voir, vous pouvez encore sortir, vous avez le droit. Après, on ferme les portes et on met les cadenas. Je voudrais commencer en m'excusant. Je vais vous raconter pourquoi, en fait. Je vais vous faire des démos. Et les démos, en ce moment, elles m'aiment pas trop. Je suis le genre de personne qui, il y a 3-4 semaines, faisait un atelier sur Docker. Et j'ai commencé à afficher mes slides. Et j'ai réussi, pendant la présentation, au tout début, j'ai réussi à supprimer mes slides, à les mettre dans la corbeille, à vider la corbeille, à fermer mes slides. Et donc de ne plus avoir de slides pendant toute ma présentation. J'ai réussi au Paris Jug à faire une présentation où le clou du spectacle était au moment donné où je changeais le fond d'une application web de noir à rouge, mais sur le vidéoprojecteur, ça s'affichait toujours en noir, parce que le vidéoprojecteur était mort. Donc aujourd'hui, il se peut que vous ayez la même chose, des démos commencées, pas terminées. On va essayer de ne pas arriver à cette situation-là. Donc je vais vous parler de Docker, je vais vous parler du cloud. Qui utilise le cloud au quotidien dans son boulot? Pas tant que ça. Hein. Qui a déjà entendu parler de Docker? Qui utilise Docker? Ah, on fait moins les fiers. Hein. Alors je vais essayer de vous présenter Docker sans faire de trop longs discours. Hein. Plutôt, je vais vous faire des démonstrations. Hein. Et puis surtout, je vais essayer d'avoir un fil rouge. Alors mon fil rouge, c'est... Un jour, je me suis réveillé en me disant, mais tiens, est-ce qu'on pourrait travailler sur le développement d'une application Java, une application web, du début à la fin avec Docker? On irait chercher les sources sur GitHub avec Docker, on irait éditer grâce à Docker, on déploierait grâce à Docker, on ferait tout grâce à Docker. Donc, imaginez que vous avez reçu votre nouvel ordinateur tout neuf, vous l'ouvrez, vous installez Docker, et puis c'est tout, et vous allez travailler avec ça. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue un jour comme ça, mais je ne vous invite pas forcément à reproduire ça chez vous. Voilà, certains ont essayé, ils ont eu des doigts coupés, enfin ils ont eu des petits soucis. C'est juste pour essayer de vous montrer ce que vous pouvez faire avec Docker, d'accord? Docker, qu'est-ce que c'est? Docker, c'est une technologie de conteneur. Hein. Ça veut dire quoi, une technologie de conteneur? En fait, ça vous permet de lancer des applications, des processus Linux de manière isolée. Quand vous êtes sur un ordinateur normal, un Linux en particulier, vous lancez des processus, vous lancez un bash, vous lancez une application Java, tout ça, c'est des processus qui vous sont rattachés, hein, et puis ils ne sont pas isolés. L'un peut communiquer avec l'autre. Par exemple, si vous avez un site web qui lance un service web sur un port TCP, vous avez un autre processus qui peut lui parler, ils peuvent communiquer. Avec Docker, on va isoler vraiment ces conteneurs et on va ouvrir des petites portes entre les conteneurs pour les faire communiquer. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on va pouvoir isoler complètement ce qui est installé dans le conteneur. Vous allez voir, c'est assez marrant. Si vous avez déjà travaillé avec des VM, hein, ça se rapproche un peu des VM, mais ce n'est pas du tout la même technologie. Alors plutôt que de faire des grands discours, je vais vous montrer comment on lance notre premier conteneur, en fait. Allez, on y va. Donc c'est là où ça commence à pas marcher normalement, c'est les démos. Hein. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que je vais demander à Docker de me lancer un bash, juste un bash, un terminal, dans une Debian. Boum, ça y est, je l'ai lancé là. Donc déjà ça c'est assez rapide. Hein. Si vous aviez ça dans une VM, vous dites tiens je vais lancer une Debian dans une VM, vous avez votre VM, il faut la booter, c'est compliqué, puis après vous vous connectez en SSH peut-être, ou alors par l'interface graphique, et puis vous lancez un bash. Là vous voyez, j'ai lancé un bash. Alors quand je vous dis que je suis dans une Debian, en fait, si je regarde ce qui se passe dans mon slash, vous voyez ça c'est les répertoires que j'ai. Si je me mets sur mon Mac, on est bien d'accord que ça n'a rien à voir. Ça c'est sur mon Mac, ça c'est dans une Debian. Donc j'ai quand même l'impression d'avoir lancé une Debian sur ma machine et j'ai l'impression d'avoir fait vraiment vite. Hein. Et j'ai lancé un bash. Alors ce qui est marrant en plus, c'est que je suis dans un conteneur, donc je suis isolé du monde, donc je vais pouvoir faire des trucs vraiment
dangereux. D'accord? Par exemple, ça en général, je vous conseille de ne pas trop le faire sur votre machine. Elle ne s'en remet pas très bien. Alors, je vais vous raconter après, ça m'est arrivé de presque faire une erreur et de le faire sur mon Mac. Alors, une fois que vous avez fait ça dans votre conteneur, le LS marche beaucoup moins bien, hein, c'est sûr. Alors, pour la petite information, à une époque, je faisais la même démo avec, je lançais pas une Debian, je lançais une Ubuntu. Alors, une Ubuntu, pour faire un RM ou un RF de /bin, hein, l'Ubuntu que j'utilisais, il fallait faire sudo. Et je me suis rendu compte que si jamais je tapais sudo rm ou rf/bin sur mon Mac, là j'aurais un problème. Alors là j'ai lancé une Debian où je suis dans le groupe de sudo, donc je suis root, je n'ai pas besoin de faire un sudo, et donc si par mégarde je tapais cette commande-là dans cet onglet-là, je suis protégé. C'est pour la petite information, quand même j'essaie de travailler sur mes démos pour pas trop avoir des catastrophes. Alors bon, là vous dites, j'ai cassé tout dans mon conteneur, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, je lance, je sors, et puis j'en relance un autre. Et puis ça marche. Ça déjà, ça c'est intéressant aussi. Avec des VM, je vous invite à faire la même chose. Vous lancez une VM, vous faites -rm, -rf/bin, et vous dites, mais c'est pas grave, j'ai des snapshots, et ah non, j'ai oublié de la faire la snapshot. Tiens. Ah si, mais j'ai fait une snapshot, mais c'était avant-hier, et depuis avant-hier, j'ai fait plein de boulot. Là, avec les conteneurs, on a des choses un petit peu plus efficaces que des snapshots manuels. Et ça, c'est intéressant. Hein. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé un bash dans le contexte d'une Debian. Et puis, si j'ai tout cassé à l'intérieur, il suffit juste que je ferme, j'en relance un nouveau, et je redémarre dans un état tout propre. Donc ça, c'est une caractéristique super intéressante de Docker, hein, qui fait qu'a priori, quand je vais packager mon application dans un conteneur, hein, que je la donne à quelqu'un d'autre, hein, quand il va le démarrer dans un état tout propre, qui est le même que moi quand j'avais démarré le conteneur. De la même façon, si l'application en prod, elle part un peu en vrille, le temps de trouver un problème, je l'arrête, je la redémarre, hein, et elle va redémarrer dans un conteneur tout propre. Tous les fichiers qui ont été créés, supprimés, modifiés pourront être perdus. Donc ça, c'est une caractéristique assez intéressante des conteneurs. Vous voyez, j'ai réussi à lancer un bash. Maintenant, il y a une caractéristique aussi intéressante avec Docker, hein, c'est qu'elle peut interagir avec ma machine. Les conteneurs peuvent interagir avec ma machine. Vous avez vu, là, j'ai lancé un bash, à l'intérieur, je suis dans le bash, je casse tout, et puis je sors. Là, je peux lancer un Docker et puis lui demander d'interagir avec ma machine. Alors, pour interagir avec ma machine, le plus simple, c'est lui demander à un conteneur de sortir des choses sur ma console. Voilà, c'est ouf, j'ai fait un Hello World. Vraiment, c'est le premier truc par lequel on commence, on fait un Hello World. J'ai juste lancé une Debian et je lui dis de lancer la commande echo Hello World et ça s'affiche sur le terminal de mon Mac. Bon, vous me dites ça, c'est pas super. Hein. Mais je voulais commencer par le Hello World pour vous montrer. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand on va commencer à pouvoir décrire qu'est-ce qu'il y a dans mon conteneur. Il y a quoi comme fichier, il y a quoi comme application, il y a quoi comme librairie, c'est quelle version de quel OS. À ce moment-là, si on sait faire ça, on devrait pouvoir packager notre application. Hein. Moi, je voudrais packager une application Java, mais on pourrait packager une autre application. Donc, je vais vous montrer comment maintenant on construit des images de conteneurs Docker. Là, j'en ai juste utilisé une qui s'appelle Debian Wheezy, qui a été faite par quelqu'un d'autre, qui a été publiée quelque part, et moi, quand j'ai fait Docker Run, ça a récupéré cette image de Debian, et j'ai lancé des choses à l'intérieur. Je vais vous montrer comment on peut créer notre propre image. C'est facile en fait, j'ai juste besoin d'un fichier qui s'appelle un Dockerfile. Alors, il y a d'autres façons de faire, mais ça c'est une façon. J'ai un Dockerfile ici dans lequel j'ai fait un Hello World un peu plus avancé. Hein. En fait, j'ai décrit dans mon Dockerfile que mon image Docker, elle allait dépendre hiérarchiquement d'une autre image qui était Debian Wheezy, c'est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est une Debian toute propre, toute vide. Et puis je dis juste, dans ce conteneur, quand on va le lancer par défaut, ça c'est grâce à la CMD, ça affichera Hello World. Donc normalement, ça devrait avoir le même rendu que ce que vous avez vu tout à l'heure, mais ce sera mon image à moi. D'accord? Alors on y va. Je vais vous montrer comment. Donc là, je vais utiliser non plus Docker Run, mais Docker Build pour construire une image de conteneur. Je vais la nommer. Comme je suis un petit peu mégalo, je vais commencer par mon nom. Hello, on va l'appeler Hello. Et je vais dire, voilà, regarde dans le répertoire courant, il y a un Dockerfile qui va t'intéresser et qui va te décrire comment construire ton conteneur, ton image. Alors là, ce qu'il fait, c'est qu'il prend chacune des étapes du Dockerfile, hein, et puis il construit petit à petit une image binaire d'une Debian dans laquelle on aurait
mis des métadonnées, éventuellement installé des choses. Là, j'ai rien installé, je pars juste d'une Debian avec une métadonnée qui dit la commande à lancer quand on lancera ce conteneur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, vous le verrez un peu plus en détail tout à l'heure, mais ça utilise un cache. Je vous le dis juste maintenant, mais je vous l'expliquerai un petit peu plus tard, parce que ce cache, c'est une des fonctionnalités clés de Docker. Donc là, j'ai construit mon image, et je peux la lancer. Hein. Docker run, on va faire ça, dégageons hello. Et là, je ne donne aucun paramètre à mon image, je sais que par défaut, elle va me faire un hello world. Ouais. Donc là, j'ai construit ma propre image à moi. Plutôt que d'avoir un truc aussi simple que ça, maintenant, entre mon from et ma commande, eh ben, je peux installer des choses dont j'ai besoin dans mon conteneur. Je pourrais télécharger un JDK, je pourrais installer des librairies Linux, je peux faire un petit peu tout ce que je veux hein, pour, dans mon conteneur, lancer une application en fait. Est-ce que c'est clair ça? On va essayer de faire une démo un peu plus avancée où ça va installer vraiment des choses pour que vous voyez comment ça marche. Alors, qui est sous Linux ici au quotidien quand même. Donc sous Linux, vous avez une commande que je vous envie qui s'appelle co-c'est ou co, je ne sais plus, co-c'est. C'est une commande absolument obligatoire. Co-c'est, vous lui donnez du texte et ça vous affiche une petite vache avec une petite bulle qui dit le texte. Vous avez tous envie d'avoir ça sur votre Mac, non? Alors je vais vous le faire dans un Docker, parce que moi sur mon Mac, j'ai pas ça, donc je vais le faire avec Docker. Et puis comme en plus, c'est pas sympa juste comme ça, je vais aussi le coupler avec un truc qui s'appelle Fortune, c'est une autre commande Linux, qui met des phrases un petit peu au hasard, vous savez comme dans les Fortune Cookies dans les restaurants asiatiques. Hein. Donc là, je vais dire à la petite vache de dire des phrases bonne fortune. Okay, donc pour ça, je vous ai créé un autre Dockerfile que je vais vous montrer. Un peu plus compliqué celui-là. Donc j'ai toujours une image de base. Ça, c'est un principe de Docker. Vous allez construire des images par-dessus les images. Donc il y a cette notion d'héritage qui est géniale parce que vous allez pouvoir réutiliser des images de base que quelqu'un d'autre a créées ou que vous avez créées ou qu'un collègue a créées. Pour ensuite, à chaque fois, ne pas réinventer complètement la roue, mais construire par-dessus. Donc vous allez dire ici que moi, je décide de partir toujours sur la même Debian. J'ai des métadonnées pour dire qui est le mainteneur de ce conteneur. Et puis là, je commence à installer des choses. Alors là, normalement, ceux qui font du Linux connaissent ça. Et Dockerfile, en fait, avec le préfixe run, je dis, dans mon conteneur, au moment où je construis l'image de mon conteneur, je vais installer des choses depuis Internet. Hein, là, ça va télécharger mes deux commandes, co-c'est et fortune. Ensuite, dans mon conteneur, ça va mettre une variable d'environnement. En l'occurrence, je vais changer le pass pour qu'il puisse trouver les petites commandes qui sont installées. Elles sont installées dans USR Games. Et je vais dire, mon conteneur, à chaque fois que je le lance, il va lancer la commande fortune pipée dans co-c'est. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que, hop, c'est un peu bas, mais tout le monde voit ce qui est à peu près en bas de l'écran. Ouais. D'accord? Donc là, normalement, si je construis mon image, il devrait télécharger vraiment la commande co-c'est, il devrait faire un apt-get update, etc., etc. Je vais vous montrer que ça ne va pas être complètement le cas, en fait. Je vais construire mon image, et c'est instantané. Donc là, je triche un petit peu, en fait. Dans la vraie vie, la première fois que vous faites ça sur votre machine, c'est long. Il va télécharger une Debian, puis il va faire un apt-get update, puis il va installer co-c'est, il va installer fortune. Et il va vraiment installer les choses, comme vous le feriez vous à la main dans un Linux. Par contre, là où Docker est fort, c'est qu'il a un cache sur ma machine, qui fait que cet enchaînement de commandes, s'il les a déjà faites dans cet ordre-là, il est capable de reprendre à la dernière commande qu'il avait en cache. Là, en l'occurrence, il les avait toutes en cache. J'ai déjà fait ça sur ma machine. Et donc, voilà, il peut reprendre le cache. Je peux vous montrer qu'est-ce qui se passe si je change. Ici, par exemple, j'installe aussi Git et que je refais mon Docker build. Et bien là, attendez, j'arrête. Il se rend compte que ça, il a dans le cache. Par contre, ça, c'est une nouvelle commande qu'il n'a jamais exécutée avec ce contexte précédent. Et donc, il se retrouve à devoir installer Git vraiment. Et si je le laisse faire, il va prendre un certain temps. Et on ne va pas aller jusqu'au bout parce que ça va prendre trop de temps. Ce qui est intéressant, c'est si je me dis « Ah, mais non, je me suis trompé. En fait, ce truc-là, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. » Je voulais juste installer ces deux-là. Je reviens comme j'étais avant dans mon Dockerfile, je refais un Docker build, il dit « Ah bah ça je connais, j'avais en cache. »
Ça, c'est une caractéristique clé de Docker, hein, qui fait que quand vous allez créer vos environnements dans vos conteneurs, hein, vous allez être hyper productif parce qu'à chaque fois, vous allez profiter à plein du cache. Et ça, moi, c'est un truc, si vous êtes sur une VM, que vous devez installer une VM, à chaque fois, vous installez un truc, vous dites « Oups, je me suis trompé, je reviens en arrière ». Donc là, vous avez laissé des scories qui font qu'en fait, votre VM, vous ne savez plus vraiment la recréer. Donc les gens ont inventé des outils comme Vagrant pour résoudre ce problème-là. Bah, Docker a ces Dockerfiles. D'accord ? Voyons voir comment je lance ce truc-là. Je me suis mis des petites anti-sèches, rapport aux démos qui plantent. Magnifique. J'ai enfin une commande absolument obligatoire sur mon Mac qui affiche une petite vache qui fait des prédictions. Voilà, d'accord ? Et vous vous dites, ok, bon, d'accord. Donc en fait, tu as réussi à créer une Debian spéciale dans laquelle tu as installé ce que tu voulais. Tu as mis une commande par défaut et quand tu lances ce conteneur, ça lance exactement ça. Génial. Maintenant, comment tu fais pour créer un conteneur dans lequel il y aurait des fichiers qui ne viennent pas d'Internet, des fichiers qui viennent de ta machine, par exemple. Bah, tiens, si au lieu d'afficher une petite vache, on affichait un petit droïde Google, hein, un truc comme ça, là, que j'ai sur ma machine. Hein. Ouais, il est un peu gros, celui-là. Moi, c'est un droïde. Eh bien, pas de problème. Il me suffit d'éditer mon Dockerfile. Hein, et en fait, ici, après avoir installé tous mes prérequis, là, je peux commencer à prendre des fichiers sur mon disque dur et à les mettre dans le conteneur. D'accord ? Donc ici, j'ai aussi une petite anti-sèche. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici ? On a un droïde. Et puis ici, -f, droïde. Donc je prends un fichier, je le copie dans mon conteneur et puis je change la commande de mon conteneur. Et puis je refais le Docker build, je reconstruis une image. Donc là, je vais profiter à plein du cache pour certaines opérations. Tout ça, c'est dans le cache. Et le copy, bah, il se trouve que c'est dans le cache aussi parce que j'ai déjà préparé la démo sur ma machine. Mais en fait, là, il ne serait plus dans le cache normalement. Et si je lance Docker Run, attendez, on va faire. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je n'arrive pas à changer la taille de la fonte? Si je lance Docker Run, absolument obligatoire. Voilà. Donc si on résume, je vous affiche un petit robot. Donc là, normalement, vous êtes sur le cul. Hein, c'est un truc que vous n'avez jamais vu. Mais je vous ai montré aussi comment créer une image qui va aller en prod. Cette image-là, maintenant, je peux l'exporter dans un gros binaire, tar.gz. Je vous le donne. Et puis vous lancez sur votre machine et vous n'avez jamais installé Cosef, vous n'avez jamais installé ces commandes-là, vous n'avez jamais eu ces fichiers sur votre machine et vous lancez exactement le même binaire que moi, qui va être une commande spéciale qui tourne dans un contexte spécial, bien figé, complètement défini, reproductible. Et ça, c'est le rêve en prod. On se dit, tiens, si jamais je pouvais montrer que si ça marche sur ma machine, ça marche en prod, ce serait quand même cool, non? Hein, ça vous est jamais arrivé, ça, ça marche sur ma machine Alors, mais de toute façon, c'est la faute de la prod, non, c'est la faute du dev, non, c'est la faute de la machine, en fait. Enfin, c'est la librairie qui est buggée, en fait. OK, hein. Bon. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ma machine, j'ai toujours pas cette commande-là. Hein. Elle n'est toujours pas installée sur ma machine. Attends, je vais repasser en fonte un peu sympa. D'accord, donc sur ma machine, j'ai toujours pas installé ces commandes-là. C'est juste dans un conteneur quelque part. Ça vient pas pourrir ma machine. Voilà. Donc maintenant, on va vraiment travailler sur le gras du truc. On va essayer de travailler sur une application Java qu'on va déployer sur le cloud. D'accord, hein. Toujours sans rien installer sur ma machine, à part Docker. Les sources, ils sont sur GitHub. Donc pour récupérer les sources sur GitHub, comment on fait, hein? Il faut Git. Mais j'ai pas Git sur ma machine. Je vais le faire tourner dans un conteneur Docker. Allez, soyons fous. Plutôt que d'installer Git sur ma machine, je vais lancer un conteneur dans lequel il n'y a que Git, mais la bonne version de Git, hein, celle que je préfère, hein, pas celle qui est buggée, celle qui est bien. Et puis, je vais lui dire de prendre mon projet sur GitHub et de le cloner sur ma machine, par contre. D'accord ? Donc pour ça, je me suis fait une petite image perso Git. J'aurais pu utiliser l'image de quelqu'un d'autre, mais bon, je suis trop mégalo pour ça. Et donc, voilà. Donc ici, ça marche, ça ?
Ici, pareil, j'ai... alors là, je suis parti non pas d'une Debian, mais d'une Ubuntu, une 14.10, Bleeding Edge. Et puis, j'installe que Git. Et j'installe Git dans la version 2.1.0. D'accord? Donc, je suis sûr que ce truc-là, dans ce contenant-là, il y aura toujours la version 2.1.0. Et ensuite, je mets d'autres métadonnées qui sont intéressantes. En particulier, dans mon conteneur, je vais créer un répertoire qui s'appelle /src. Et au moment donné où je vais lancer mon conteneur, je vais utiliser une ligne de commande spéciale pour dire tout ce qui est dans /src dans ce conteneur va en fait être écrit à un endroit qui m'intéresse moi sur ma machine. Donc tout à coup, le conteneur, il n'est plus complètement fermé sur lui-même, il ne communique pas juste avec ma console, il va écrire et lire des fichiers sur mon disque dur, grâce à un volume, c'est ce qu'on appelle un volume, et donc un répertoire sur ma machine peut être bindé sur un répertoire dans le conteneur, et tout ce que le conteneur écrit, en fait, il écrit sur mon disque dur. Ça marche pour des répertoires, ça marche pour des fichiers. Ça, c'est génial, ça veut dire que je peux changer des fichiers de configuration au moment du run. Je n'ai pas besoin, dans mon image, de mettre le fichier de prod, pré-prod, test, machin. Non, ça peut être à l'extérieur. J'ai mon conteneur, je lui dis, tiens, le fichier de config, ici, tu vas le remplacer par un autre. Là, ici, je vais juste dire ce qui est dans src sur mon conteneur, c'est à un autre endroit sur ma machine. Donc on va vérifier. Alors, vous savez, la commande docker build et tout ça, là, je sais plus, là, docker build, ça, j'ai un petit raccourci pour mes démos parce que j'en peux plus, donc c'est db, docker build, voilà. Donc là, encore une fois, je triche, j'ai mon cache, normalement ça prend environ un quart d'heure, hein, il faut qu'il télécharge Git et tout ça. Hein. Et j'ai une image toute propre, c'est une Ubuntu ce coup-ci, qui est capable de lancer Git. On va vérifier comme ça. Git, c'est bien Git 2.0, c'est celui que j'ai installé. Génial. Là maintenant, je sais que cette version bien précise de Git que j'adore, je ne sais pas d'ailleurs, mais on va dire que je l'adore, c'est elle que je vais utiliser. Alors maintenant, je vais utiliser mon conteneur vraiment pour quelque chose d'intéressant. Donc je vais utiliser cette commande-là. Alors là, ça commence à piquer les yeux. Donc qu'est-ce que je fais? On va la regarder un peu dans le désordre. Je fais un docker run, ça vous l'avez vu. Docker run de mon image ici dégage au Git, et je vais lui donner des instructions, je vais lui dire de faire un clone de ce projet-là sur GitHub. Donc jusque-là, tout va bien, le problème c'est tout ce qui est au milieu là. Tout ce qui est au milieu, je vais faire un volume, je vais dire tout ce qui est dans mon répertoire courant, ça c'est backtick pwd, c'est mon répertoire là, maintenant là où je suis. Je vais le binder sur le /src de Git. Donc si Git, il est dans le répertoire src, il fait un git clone, ça va apparaître dans mon répertoire courant à moi. Et puis j'ai un autre volume qui est bindé, je bind mes clés SSH dans le conteneur. Ça c'est juste pour dire que mon conteneur, en fait, il va utiliser mes clés SSH pour pouvoir se connecter à GitHub. Ça va être plus pratique. Voilà. Ça, on pourrait à la place binder la socket de mon SSH agent, mais sur Mac, ça ne marche pas très bien. Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça? Boum. Et bien là, il est vraiment en train de se connecter à GitHub avec mes autorisations. Et puis, il a vraiment créé ici un répertoire jug qui est mon projet. Donc là, je ne suis plus dans le conteneur, on est bien d'accord, vous avez compris? J'ai lancé un conteneur pour qu'il mette des fichiers sur ma machine. Et donc, sans avoir Git, j'ai cloné un projet sur ma machine. Waouh! D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que ce truc-là, si vraiment j'étais fou, je pourrais très bien faire un truc comme ça. Alias git égale tac. Alors non, ça marche pas bien. Il ne fallait pas faire ça. Je vais vous expliquer pourquoi ça n'avait pas fait. Il ne faut pas faire ça. C'est l'effet démo numéro 1, en fait. Alors ça, par exemple, ce petit effet démo numéro 1, je viens de me rappeler pourquoi il ne marche pas en le faisant, parce que j'ai déjà fait une fois. Et en fait, dans mon prompt ici, ça utilise intensément Git, et là, il commence à se marcher un petit peu sur les pieds. Donc, le prompt utilise Git, mais là, je viens de créer un alias qui remplace Git. Bon, voilà, ça ne marche pas très bien. Bon, si j'avais fait un alias sur Git, j'aurais pu lancer Git sans me rendre compte que je lançais un Docker. C'était ça l'idée de la démonstration qui a foiré. Mais bon, tac. Ici, j'ai mes sources, d'accord? Bon, mes sources, c'est bien gentil. Je pourrais aller dans mes sources.
Je pourrais faire un Maven clean install, mais en fait, j'ai pas Maven. Bon, donc je vais essayer de créer une image pour lancer Maven. En fait, pour lancer Maven, en fait, j'ai un petit peu mieux que ça. C'est que mon projet Java, il a des sources. C'est un projet Maven, mais il a aussi son propre Dockerfile. Ça c'est un élément super intéressant. Dans votre projet demain, si vous commencez à utiliser Docker, il y a de bonnes chances que vous commenciez comme ça, c'est que vous allez créer un Dockerfile au même niveau que vos sources, qui va décrire l'environnement de run, éventuellement de build même, de votre projet. Comment quelqu'un qui récupère mes sources est capable de lancer mon projet? Ah bah soit il lit le README dans lequel il dit « Ah, il faut installer Maven 3.1, mais pas la 3.1.3, parce que celle-là, elle est bien buggée, mais ni la 3.1.7, mais surtout pas la 3.3 non plus. Il faut installer Java, mais la Java 8, mais la U25, parce que la U23, bon, elle est un peu buggée aussi. » Donc vous avez le README, vous installez tout ça, puis ensuite vous faites un Maven clean install, puis ça ne marche pas très bien, et vous ne comprenez pas pourquoi, et vous creusez, et vous dites « Mais Maven, on m'avait dit que ça marchait à tous les coups. » Et en fait, pas vraiment. Ou alors, vous avez un Dockerfile au niveau de votre projet, qui décrit, oups, je vais essayer de ne pas renverser le comptoir, qui décrit de quelle image Docker vous partez. Donc là, j'ai une image spéciale, moi, qui est une image qui contient un Java 8. Enfin, j'ai une image qui s'appelle Dégageo Java 8 qui contient Java 8. J'ai une image Maven qui se base sur celle-là et qui installe Maven par-dessus. Et donc, moi, je pars de cette image-là. Donc, vous voyez, il y a une construction comme ça par étage. Et donc, le plus intéressant n'est surtout pas là. Ça, c'est un hack. Le plus intéressant, il est là. En fait, ici, dans mon conteneur, je définis... attendez, on va faire ça. Hop. Vous verrez mieux. Dans mon conteneur, ici, je définis des variables d'environnement. Je définis la commande à lancer quand mon conteneur va être lancé. Donc là, c'est une bonne vieille commande Java, -jar, blablabla. J'ajoute tous mes sources dans le conteneur. Et je fais une commande, en gros, un Maven clean install. Donc là, ce que je fais, c'est qu'en fait, mon conteneur, il va juste récupérer les sources, il va les builder, et il sera prêt à lancer l'application. Donc ça, la promesse de ce truc-là, c'est que avant on vous disait, vous faites un git clone Maven clean install, mais entre les deux, il faut installer les bons trucs. Et bien là, vous faites un git clone Docker build, et vous n'avez rien à installer à part Docker. D'accord? Et donc ici, je vais faire mon fameux Docker build, alors ça c'est mon petit alias, et il va prendre le projet et le builder vraiment de zéro. Donc là, pour une fois, je ne vous montre pas le cache. Il y a certaines opérations que je n'ai pas encore exécutées sur ma machine, et donc il est vraiment en train de télécharger tout ce qu'il faut comme dépendance, il est vraiment en train d'installer tout ça, et il est vraiment en train de construire mon application. D'accord? Et donc ça, c'est assez magique, c'est-à-dire que mon build, s'il lance Maven, ça va marcher. S'il lance Maven suivi de Ant, mais avec un script au milieu et qu'il faut qu'il aille toucher les fichiers, donc j'ai un build un peu plus compliqué, ça va marcher. Si mon application elle dépend de librairies natives, je n'ai pas besoin de les installer, elles sont installées dans le conteneur par le Dockerfile. Et donc ça, c'est le rêve pour ma prod. Je leur donne ça, ça tourne. Je le donne à un autre développeur, ça tourne. Donc le côté comme ça reproductible, il est vraiment super intéressant. Le côté, toutes les dépendances sont figées, c'est intéressant. Et donc ici, si je lance mon application, elle tourne sur ma machine. C'est du Java, ça tourne. Alors normalement, je me dis ça tourne, alors là, je suis comme un fou, je fais ça, tac, 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 localhost, 80-80, hop, et puis ça marche pas. Bon, qu'est-ce qui se passe là? C'est encore l'effet démo ou pas? Alors pas vraiment. Ce qui se passe, c'est que j'ai lancé mon application dans un conteneur, isolé du monde entier. Donc même moi, sur ma machine, je ne peux pas aller voir ce qu'il y a dans le conteneur avec mon navigateur. Ça, c'est un peu dommage. Pour ça, en fait, il faut que je commence à ouvrir des petites portes. Comme j'ai ouvert tout à l'heure des portes avec des volumes, eh bien, je peux... on va faire ça. Hop. Non, je ne l'ai pas là. Si, c'est ça que je voulais. Je vais pouvoir ouvrir des petites portes. Par exemple, je vais ouvrir un port. Je vais faire 80-80. Je veux dire que le port 88-88 sur ma machine, c'est le port 80-80 dans le conteneur. Donc lui, le conteneur, il se tourne toujours sur le port 80-80 à l'intérieur. Mais normalement, si je vais dans mon Chrome, sur le port 88-88, ça devrait marcher. Ah non, ça ne marche toujours pas.
Bon, c'est parce qu'en fait, depuis le début, je vous ai un peu menti. Ou plutôt, je vous ai oublié un truc. C'est que je vous ai dit, ouais, Docker, c'est super, c'est pour lancer des conteneurs Linux, tout ça. Vous êtes là avec des Debian, des Ubuntu, tout ça. Puis moi, j'ai un Mac. Bon. Alors, comment on fait pour lancer du conteneur sur un Mac? Bah, c'est un peu plus compliqué. Il faut une VM Linux. Vous voulez que je sorte maintenant ou... Il faut une VM Linux, mais une seule suffit. One VM to rule them all. Donc vous avez une seule VM, et à l'intérieur, vous allez pouvoir lancer autant de conteneurs que vous voulez. Mais en fait, vous vous en fichez, parce que ça, c'est en dev, et puis en prod, ça va tourner sur du vrai Linux, natif, tout ça, tout ira bien, tout va bien se passer. Mais vous avez trouvé l'environnement le plus simple possible pour que ça tourne sur votre Mac. Bah, c'est une VM, en l'occurrence, moi j'utilise une VM qui s'appelle Boot to Docker, qui est packagée juste pour faire tourner du Docker sur ma machine. Donc pour ça, en fait, ça fait tourner une VM. Donc une VM, il y a localhost, c'est mon Mac, le conteneur, c'est le conteneur, et entre les deux, il y a une VM. Le VM, elle a une adresse IP. J'ai mis un petit alias dans mon etc local docker. Et ouais, j'ai mon application qui tourne. Alors, quelle est ma couleur préférée? Blue. Non. OK. Bien sûr, si j'arrête mon conteneur, vous êtes bien d'accord, mon application ne tourne plus. Si je décide que mon application, en fait, il ne faut pas qu'elle tourne sur 88.88, mais sur 9.9.9.9, parce qu'en prod, c'est comme ça qu'on fait tourner les applications de prod, et ben je ne change pas le code de mon application, je change juste ça, et boum, j'ai mon application qui tourne sur 9.9.9.9. Donc ça déjà, ça va changer votre vie, ça va changer la façon dont vous allez créer vos applications, ça va changer la façon dont vous allez communiquer avec la prod. Alors la façon dont vous allez créer votre application, qui est développeur Java ici voilà. Qui a déjà fait du Spring, des trucs comme ça, des trucs de fou Donc vous savez, Spring, où vous lancez votre Java avec une variable d'environnement qui dit dans quelle plateforme vous êtes, prod, dev, pré-prod. À ce moment-là, ça va prendre un fichier Spring différent qui va mettre les environnements, le chemin des fichiers de configuration, les différents ports que ça va prendre. Donc ça, c'est 15-20 lignes de code que tout le monde a fait une fois dans sa vie. Vous les prenez, vous les jetez. Et vous lancez votre serveur d'application sur le port 80-80. Parce que vous, ce qui vous intéresse en tant que développeur, c'est de lancer un site web. Et ensuite, au moment où quelqu'un d'autre va lancer le Docker Run, il va choisir vraiment sur quel port ça va tourner. Et bien ça c'est valable aussi pour les fichiers de config. Dans votre conteneur, vous pouvez mettre une config par défaut qui pourra être surchargée par la prod. Ça va vraiment changer votre façon de concevoir des applications. Moi, je démarre toujours maintenant mes serveurs web sur le port 80-80. Point. OK, donc là, j'ai mon application, elle tourne. Je l'ai construite dans un conteneur, sans installer quoi que ce soit avant, c'est génial. Alors là, il y a le petit clou du spectacle, normalement, avant d'aller sur le cloud. Alors, encore. Tac. Le petit coup du spectacle, c'est que je me dis, bon, j'aimerais bien éditer les sources de ce projet-là, et travailler dessus, mais j'ai pas Eclipse sur ma machine, j'ai pas IntelliJ, j'ai pas NetBeans, j'ai rien. Alors je vais essayer de lancer Eclipse dans un conteneur. Alors là, normalement, c'est là où vous commencez à vous faire mal tout seul. Et vous dites, mais comment je peux lancer Eclipse dans un conteneur? Parce qu'un conteneur, bon d'accord, il a écrit des fichiers sur ma machine, il en a lu, il a écrit des trucs dans la console, mais là je lui demande d'ouvrir une interface graphique. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit conteneur, hop, on va y arriver, un petit conteneur basé sur une Ubuntu dans lequel j'installe un OpenJDK 8, un serveur SSH, très important. Je télécharge la bonne version d'Eclipse que je veux, donc c'est la Java la Luna SR1 Linux GTK, nanana. Je fais des petits trucs de magie noire et je dis, bah, mon conteneur, il ne va pas lancer Eclipse, il va lancer un serveur SSH. Donc ça, normalement, quand vous faites ça dans un Docker, déjà, vous devez avoir une grosse alerte qui vous dit, là, vous faites un truc qui n'est pas nécessaire, c'est un truc atroce, là. Mais bon, pour lancer Eclipse, c'est un peu la seule solution que j'ai sur mon Mac. Et donc, je vais lancer ce conteneur qui est une Ubuntu, qui a l'Eclipse dedans avec un serveur SSH. Je vais le lancer. Et ensuite, sur mon Mac, moi, je vais me connecter en SSH dessus avec du forwarding X11 qui va me permettre d'afficher l'application qui tourne dans le conteneur. Ouais, d'accord. Montre-nous ce que ça fait, David. Alors là, le cache de Docker ne peut plus rien faire pour vous.
vous lancez vraiment Eclipse. Et j'ai un Eclipse très moche sur mon Mac qui tourne parce qu'en fait, il tourne dans un Linux. Mais il a accès à mes sources. Mon projet Jug, il est là. Regardez, hop, j'ai des sources, tout ça, j'ai un main. Je vous mens pas, le main, il lance sur le port 8080. En fait, même ça lance tellement sur le port 8080 que dans mes sources, je ne mets même pas le port, je le mets par défaut. Et que, si je lance ce truc-là, run as Java application, eh bien, ça lance vraiment mon application. Et normalement, si j'ai bien fait mon petit script, bon, décidément. Hop. Alors là, comme c'est une application qui tourne dans Linux, forcément, c'est moins sympa à redimensionner. Parce que X11 sur Mac n'est pas super terrible. Est-ce que vraiment c'est du live, tout ça? Est-ce que je pourrais changer? Alors, on va tester ensemble la qualité du rétroprojecteur. Je vais passer le fond à rouge. Ouais, vous voyez? Ouais, vous le voyez aussi. Donc là, je suis en train de développer sur mon application, comme si de rien n'était. J'ai pas installé Eclipse, j'ai pas installé Java, j'ai pas installé Maven. J'ai récupéré les sources grâce à Docker, hein, tout va bien. Bon, mon application tourne. Je suis super fier d'elle. On va fermer tout ça. Comment je la déploie sur le cloud? Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Hein. Donc, cette application-là, en fait, elle a donc un Dockerfile. Je suis capable de faire une image. Et ce truc-là, à un moment donné, je veux le déployer sur le cloud. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit mon image. Ah, zut, c'est pas la même. Enfin, j'ai construit mon image. Et puis, je l'ai publié dans ce qu'on appelle le hub de Docker. C'est une registry dans laquelle n'importe qui peut publier des images, des gros binaires qui décrivent des applications. Des applications plus ou moins intéressantes, ça peut être une Debian, ça peut être un MongoDB, ça peut être le Cloud SDK de Google, ça peut être ma superbe application avec mon magnifique site web. Ça, n'importe qui peut publier des images publiques, ou si vous payez, vous pouvez publier des images privées. Si vous ne voulez pas utiliser ce système-là, vous pouvez avoir votre propre registry Docker, hein, dans lequel vous allez publier vos propres images. Donc en fait, pour faire ça, on fait un Docker push. Là, je vais publier mon image. Je ne vais pas le faire parce que ça prend du temps. Mais il va publier de façon incrémentale mon image. OK. Donc maintenant, cette image-là, elle est prête. N'importe qui, vous êtes sur votre machine, vous faites un docker run degajo/jug et vous avez mon application. Ça, déjà, c'est assez magique. J'ai publié un truc, un petit peu comme on publierait des artefacts sur Maven Central, sauf que là, j'ai publié vraiment une application complète avec ses dépendances, complètement figée. Maintenant, je voudrais déployer ça sur le cloud. Alors, je voudrais déployer ça sur le cloud. Alors, je vais utiliser un truc qui a été annoncé mardi, je ne sais plus, Container Engine. Alors, il y a une démonstration aujourd'hui de Container Engine, donc je vais vous faire un truc super simple. Mais Container Engine, c'est un nouveau service de Google qui permet de déployer des conteneurs Docker sur le cloud. Ça tombe bien, c'est exactement ce que je vais faire. Donc on va déployer des conteneurs sur le cloud. Donc ça utilise une technologie open source qui s'appelle Kubernetes, qui vous sert à gérer un cluster de machines pour y déployer des conteneurs Docker. Et vous les déployez de façon déclarative, c'est que vous dites, voilà, j'aimerais bien avoir telle image déployée sur tel nombre de machines, et il va le faire tout seul. Il va s'occuper de mettre le cluster dans l'état que vous avez décrit dans vos fichiers. Donc ça, c'est génial. Ça veut dire que j'ai mon image maintenant. Je n'ai pas besoin de me connecter sur une machine, de lancer des commandes, tout ça. J'ai juste besoin de faire un petit fichier descriptif qui va décrire, ce que je veux déployer. Alors pour ça, en fait, avant, il faut que je lance Gcloud. Donc vous avez compris le truc, je ne l'ai pas sur ma machine. Donc j'ai fait un conteneur pour le lancer. C'est plus marrant. Ça plante beaucoup plus souvent, donc c'est plus marrant. Donc avant, il faut que je dise à mon conteneur, je vais m'authentifier. Je vais donner les droits à mon conteneur de manipuler mon projet sur le cloud. D'accord? Donc pour ça, ça utilise OAuth. Donc tac, je lance une fois mon conteneur. Ça me fait des trucs. Si vous arrivez à mémoriser le code qui est affiché là, normalement, hop, vous pouvez faire des choses. Hop.
Voilà. Donc là, j'ai un conteneur qui est authentifié. Je vais essayer le petit truc de tout à l'heure là, de faire un alias gcloud égale docker run avec des trucs un peu compliqués. On ne va pas rentrer dans les détails. Mais l'idée, c'est que maintenant, si je tape gcloud, eh ben, j'ai gcloud qui tourne sur ma machine et qui est authentifié pour accéder à mon projet. Par exemple, si je fais gcloud config, non, je ne me rappelle jamais, alors on ne va pas le faire. Si je fais gcloud config set project, ça va mettre mon projet par défaut. Hein. Et si je fais gcloud compute instance list, ça va lister toutes les instances que j'ai sur le cloud. En l'occurrence, là, j'ai un petit cluster avec 5 machines, enfin 6 machines dont un master. Donc j'ai un petit cluster qui m'a été créé par Google Container Engine. Et c'est sur ce cluster-là que je vais déployer mon application. Vous avez vu, utiliser le Cloud SDK sans l'installer sur votre machine, c'est vraiment simple. Et ça peut être un vrai cas d'utilisation de Docker. Vous n'avez pas envie d'installer tout le truc, vous avez envie de garder ça dans un conteneur complètement isolé. Hein. C'est un bon cas d'utilisation de Docker. Ça peut servir à autre chose qu'à lancer des vraies applications en prod. Ça peut servir à lancer des choses sur votre machine que vous n'avez pas forcément envie d'installer ou que vous voulez garder en plusieurs versions. Vous voulez garder une vieille version de gcloud parce qu'il marchait bien et vous l'aimez bien. Ou alors vous voulez avoir la toute dernière version Bleeding Edge. Vous pouvez avoir des conteneurs différents pour ça. Alors on va voir un petit peu, il me reste 10 minutes, donc c'est largement le temps pour déployer mon application en prod. Parce qu'on va utiliser... c'est quoi ce truc-là? Largement le temps si je ne me suis pas trompé. cd.gcloud. Ouais, voilà mes fichiers. Donc ici, je vais vous montrer, ce qui est intéressant, c'est celui-là. Ah, excusez-moi. Ce qui est intéressant, c'est celui-là. Ouais, non, ça c'est pas très beau. Voilà. Ici, en fait, j'ai un fichier qui va décrire ce que je veux déployer sur le cloud. Donc là, il y a plein de blabla, des choses importantes, mais un peu blabla. Ce qui est important, je veux déployer une seule image. J'ai 5 machines, mais je veux déployer mon image une fois. Là, je pourrais dire, je veux déployer d'un coup 25 backend Java. Mais je vais le faire qu'un seul. Et je vais dire que l'image qu'il faut qu'il prenne, c'est l'image dégage au jug. Hein. Ça tombe bien, je l'ai publiée avant sur le hub Docker, donc elle est disponible pour vous tous, mais aussi pour mes machines de prod. Hein. Je vais lui dire de mapper le port 8080 du conteneur vers le port 80 du host. Donc ça, c'est ce que moi j'avais fait en ligne de commande. Mais là, c'est écrit dans un fichier que va comprendre Google Container Engine. Et puis voilà, il va instancier ce qu'on appelle un replication controller qui va lancer des front-end controllers. Les noms sont funky. Mais en gros, ça va déployer mon image sur mon cluster. C'est ça que je veux faire. Et comment je fais ça? Eh bien, je ne sais plus, j'ai mon anti-sèche. Create cluster. Donc là, j'ai créé mon cluster, ça j'ai déjà fait. Et je vais déployer ici. Donc en fait, ce que je lui dis, on va essayer de regarder la ligne de commande. J'utilise gcloud avec les versions de preview, parce que le Container Engine, c'est encore en preview. Et je vais dire de créer un replication controller qui va s'appeler jug, à partir du fichier qui est celui-là. Et puis, je suis sur la zone Europe-Ouest. Donc il me fait faire des petits trucs, parce que c'est la première fois que je le lance sur ce conteneur-là. Donc là, il est en train de se connecter à mon cluster. Hein, et il est en train de déployer mon image. Enfin, il fait des choses avant, là. Normalement, c'est plus rapide. C'est l'effet démo. Alors, l'effet démo, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une erreur. Sympa. Attendez, on réessaye, on voit ce qu'il me dit. Preview, blablabla, blablabla, blablabla. Unable to read, no such file or directory. D'accord. Ben voilà, c'est l'effet démo. Donc, mon image gcloud, elle est bien créée. Qu'est-ce que j'ai pu faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça. Voilà, il fallait bien qu'il y ait un problème. Alors, on va faire ça. On ne va pas utiliser l'alias. Et puis, on va faire ça. Et donc, tac. Et on va voir si ça marche mieux.
qu'est-ce que j'ai fait? Docker run. Ah bah voyez. Hein. Voilà, je sais, celui-là. Je ne sais pas comment on recule en arrière de. Ah, ça marche pas. Comment s'appelle mon fichier? Web controller. Il n'est pas dans Files, ouais, c'est normal. C'est que moi j'ai dit ici que ce qui était dans mon PWD apparaissait dans Files. Et donc lui, il est normalement censé le trouver dans Files. Et bien sûr, ça ne marche pas. Ben, vous savez quoi? On va s'arrêter là. On ne va pas le faire. Sauf si j'ai une idée de génie qui arrive pendant ce temps-là. Tac, unable to read. Mystère. Alors on pourrait débugger, mais on ne va pas le faire. Le comment? Celui-là, là? Non, 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 mais voilà, j'ai dû faire un truc pas bien. C'est pas grave. L'idée, ce que je voulais vous montrer, c'était qu'on pouvait déployer facilement un conteneur Docker sur le cloud. Hein, et donc forcément, je vous avais prévenu en amont qu'il allait avoir un bug. Hein, il est apparu. Mais une fois que vous avez déployé ça sur le cloud, votre conteneur, et ben vous pouvez ensuite changer le facteur de réplication pour en avoir non plus un seul, mais 15. Et puis vous pouvez aussi, de la même façon, stopper complètement votre cluster, hein, et ça va être super efficace. Et ça, c'est grâce à Docker, hein, grâce au fait que sur votre machine, vous avez créé l'environnement de run reproductible que vous avez publié sur le hub Docker, et à ce moment-là, vous pouvez le déployer sur le cloud. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur ça, pendant que j'essaie de réfléchir à la façon dont sauver ma démo? Oui? Est-ce qu'il y a un système de version d'image Docker? Oui, les images sont versionnées. En particulier, on peut mettre des tags. On va mettre des tags. Vous avez vu, moi, le tag que j'ai mis, c'est degajo/jug. Mais après, je peux mettre une version. Par exemple, degajo/jug 2.v1, v2, v3, v4. Et c'est ce qu'on a, par exemple, sur l'Ubuntu. Je ne sais pas si vous avez vu, j'utilisais une version Ubuntu 2.14.10. Bah, c'est une version bien figée. Oui. Alors en fait, en termes de performance, comme ça utilise le noyau Linux pour lancer mes processus, les performances en termes de CPU et mémoire sont les mêmes que des performances natives. Ce qui peut être plus lent, c'est les accès réseau, parce qu'il y a une surcouche. Ce qui peut être plus lent, c'est les accès disque, parce que par défaut, ça tourne dans le conteneur qui, lui, a un file system un peu particulier. Mais à tout moment, vous pouvez débrayer tout ça et être en performance complètement identique aux performances natives sur votre OS. Donc c'est très rapide. Juste pour vous montrer un truc, quand je suis ici dans Jug et puis que je lance mon projet Java, vous avez vu, c'est très rapide. On va le lancer non pas en mode interactif, mais on va le lancer en mode démon. D'accord? Donc je vais en lancer un sur ma machine, mais je vais en lancer plusieurs en fait. D'accord? Hop, Docker PS, oui. Alors, Docker, il faut savoir que le D est à côté du F, que le O est à côté du I sur le clavier. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà, là, sur ma machine, j'ai lancé un certain nombre de process Java, et ils tournent, ils sont chacun sur leur port. En fait, même là j'ai pas mis de port, donc ils sont tous dans leur conteneur sur le port 8080 et personne ne peut y accéder. C'est super. Et si je veux tuer tout ça, eh bien, docker rm, là que je peux tuer tous mes process. Ça marche bien. Toutes les démos ne sont pas plantées. Ah bah les perfs sont moins bonnes sur un Mac. Bah là, c'est les performances de ton système de virtualisation. Donc par défaut, c'est VirtualBox, qui est pas mauvais en CPU et en mémoire, qui est atroce en disque. Sinon, sur ma machine, j'ai un autre setup avec VMware, où là, les performances le mapping, le file system est beaucoup plus performant. Mais globalement, sur Mac, c'est lent. Mais suffisamment rapide pour pouvoir développer sans aucun problème. Alors non, en fait, tu as ton image qui est construite avec un état que tu veux être l'état reproductible, mais après, tu as vu, tu peux mapper des volumes, donc il va lire des fichiers, des répertoires sur ta machine. Donc imagine que tes données, ta base de données, elles sont sur ta machine, mais que les binaires de la base de données sont dans le conteneur. Et donc ton conteneur, lui, ce qui est figé, c'est ce qui va tourner, quelle version de MongoDB va tourner, mais ton file system, il va contenir les données. Et donc,
tu as vraiment ce mécanisme où tu peux arrêter le conteneur et le relancer, et les données seront les données que tu as modifiées dernièrement. Pour les fichiers sources, si tu utilises ton conteneur pour builder ton application, oui, tu es obligé à chaque fois de mettre à jour le conteneur pour envoyer la dernière version des sources. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir de la même base, et par-dessus, il va remplacer la dernière couche du conteneur qui contient les sources, il va la remplacer par une autre. Donc c'est assez rapide et c'est incrémental. Oui. Pour passer là en production, la meilleure stratégie, ça dépend en fait. Tu as plein de stratégies. Soit tu utilises le Dockerfile et tu le donnes au mec en prod, et à ce moment-là, tu as le syndrome du gâteau au chocolat. Je te donne ma recette, mais en prod, ce ne sera pas tout à fait le même gâteau. D'accord? Parce que mon Dockerfile, il décrit une recette pour construire la prod. Si tu exécutes cette recette dans 6 mois, toutes les versions vont changer. Bah, par exemple, là, mes images, moi, pour te donner une autre stratégie, c'est de publier sur le hub Docker. Donc, c'est de ne pas passer par le Dockerfile, c'est de publier sur le hub Docker. Moi, ce que j'ai, par exemple, c'est que mon projet Jog, il est sur GitHub. À chaque fois que je commit dessus, il y a un hook vers la registry, le hub de Docker. Donc, il voit que mon projet a changé, il récupère les sources, il fait un Docker build, et il publie l'image tout seul. Et donc, en espace de quelques minutes, quelqu'un qui fait un Docker run, enfin un Docker pull de mon image, il récupère la dernière version qui a été committée et qui a été buildée pour moi. Mais ça c'est grâce au mécanisme de build automatique du hub Docker. Mais vous pouvez faire la même chose avec un Jenkins, par exemple. Vous pouvez avoir un Jenkins qui tourne, récupère les sources, construit l'image et la publie. Ce qui est intéressant, c'est que cette image elle va être publiée de façon incrémentale. Donc en prod, si quelqu'un récupère la dernière version, il ne va récupérer que ce qui a changé depuis la dernière fois qu'il a fait un Docker pull. Donc vous pouvez comme ça redéployer très très vite en prod, à condition que ça marche. Ah oui, en fait, quand on fait un Docker Run, en fait, ici, il y a des choses intéressantes, comme par exemple le nombre de CPU que le conteneur a le droit d'utiliser, comme par exemple la mémoire maximum que la machine a le droit d'utiliser. Et donc ça, les conteneurs sont non seulement isolés, mais en plus respectent les quotas qu'on leur attribue en termes de mémoire et de CPU. Et donc on peut lancer énormément de process sur une même machine, et puis ils agissent en bons citoyens. Ouais. Dernière question. Est-ce qu'on peut installer Docker dans une image Docker? Alors comme c'est la dernière question, oui. En fait, j'avais fait au tout début, quand j'ai commencé avec Docker, une petite démo assez marrante où je calculais les suites de Fibonacci grâce à Docker, en lançant des Dockers dans des Dockers. En fait, Fibonacci, si vous voulez connaître le 50e nombre de Fibonacci, c'est simple, il suffit de connaître le 49e et le 48e. Et comme ça, récursivement. Et donc, en fait, j'avais fait un truc où un conteneur, on lui demandait le 50e nombre de Fibonacci, il lançait 2 autres conteneurs, qui eux-mêmes lançaient 2 conteneurs, etc. Et puis à la fin, au bout de 8 semaines, ça vous sortait la bonne valeur de Fibonacci. Voilà. Donc vous pouvez lancer des conteneurs, des Dockers dans des Dockers, c'est plutôt un hack. Vous pouvez lancer, il y a Docker, il y a le démon Docker et le client. Vous pouvez lancer des démons Docker dans du Docker. Vous pouvez lancer juste des Docker dans des Dockers. Vous avez pas mal de possibilités, mais tout ça, ça reste encore dans le domaine du hack. Un conteneur qui lance des conteneurs, c'est encore un peu du hack. Ce qui est intéressant aussi, par contre, qui arrive avec des outils comme Fig ou bientôt dans Docker, c'est la possibilité de lancer des groupes de conteneurs. Des groupes de conteneurs qui sont automatiquement liés entre eux. Donc un back-end, un front-end, un cache, tout ça, avec les bons partages de fichiers, ça vous le décrivez dans un fichier JSON, YAML ou autre. Et ce truc-là, après, vous pouvez le lancer de façon monolithique en dev ou en prod. Merci à tous. Si vous voulez voir une vraie démo de Container Engine ou Kubernetes, je crois qu'il y a une démo aujourd'hui. Il y a une vraie session qui va vraiment faire les choses bien. Et je lui souhaite que tout marche bien. Merci.